Juste pour le plaisir, essaie celle-ci pour voir. Quel légendaire musicien, prix Nobel, a invité Jimmy Buffett sur son voilier pour parler d'écriture de chansons en mer? Eh bien, en voici une autre pour toi. Quel tube emblématique a été griffonné sur une serviette en 5 minutes après une margarita et un coup de soleil? Tu crois connaître la réponse? Partage tes hypothèses en commentaire sans chercher sur Google. Je reviendrai bientôt avec les réponses. Bienvenue dans The Verst, maître de la musique pendant que tu réfléchis. Je suis Rick Carlson et aujourd'hui, nous allons explorer la vie d'un homme dont la musique a transcendé le son. C'est devenu un état d'esprit. Reste avec nous, car plus tard, tu entendras parler du jour où un hydravion transportant Jimmy Buffett et Bono a essuyé des tirs et comment l'empire du style de vie de Buffett s'est étendu à tant de maisons que même ses amis avaient besoin d'une carte pour suivre. Mais pour vraiment comprendre le barde milliardaire pieds nus de Margaritaville, il faut revenir là où tout a commencé. Car ces premières années, Russell et Russell prend des moments clés que tu n'imaginerais jamais. Jimmy Buffett est venu au monde avec du sel dans le sang et des histoires dans l'air. Élevé juste de l'autre côté de la baie à Mobile, en Alabama, sa jeunesse a été marquée par les rituels catholiques, l'humidité côtière et la voix tonitruante de son grand-père, le capitaine James Buffett, un marin dont les récits sur l'océan gravaient des rêves dans la jeune imagination de Jimmy. Avant la musique, c'est la mer qui l'appelait. Avant la scène, il y avait la bibliothèque. Mobile était conservateur, structuré, servant d'hôtel à l'école Saint-Ignace, messe du dimanche, dîners en famille. Mais le garçon derrière l'Amner était déjà en train de s'évader ailleurs. Il passait des heures plongé dans des livres sur les pirates et les ports d'escale, sa fuite préférée étant un coin tranquille avec un roman d'Hemingway et une tasse de café. Il ne désirait pas la célébrité, mais la liberté. Ce premier choc de liberté est venu à 18 ans. Grâce à Oncle Billy, un marin aux yeux fous qui l'a emmené dans un road trip sauvage jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Une nuit s'est transformée en club de jazz, poète, beat et bourbon. Buffett dira plus tard que ce voyage a mis fin à son innocence. Et en vérité, ce week-end a ouvert le monde en grand. En 1967, Jimmy menait une double vie. Étudiant à Hattiesburg en semaine, musicien de rue dans le quartier français le week-end. Il jouait pour quelques sous sur Bourbon Street, l'étui de guitare ouvert, usant de tout son charme. Mais chaque lever de soleil le trouvait seul au Café du Monde, griffonnant des paroles et des idées dans des carnets. Il ne cherchait pas la gloire, mais les mots justes. Il ne le savait pas encore, mais ces matins passés seuls avec un livre et un café formaient un esprit que même Dylan reconnaîtrait un jour. En 1969, Buffett s'est installé à Nashville pour poursuivre une carrière dans la country, et s'est fait recracher par la machine. Son premier album a fait un flop, son mariage s'est dissous. À 24 ans, il était fauché, le cœur brisé et sans option, jusqu'à ce qu'un ami nommé Jerry Jeff Walker le jette sur la banquette arrière d'une vieille Packard et le conduise vers le sud, à Key West. Ils sont entrés dans le Chart Room Bar et un barman a offert une bière à Jimmy. Buffett y a vu un signe. À Key West, il jouait pour de la bière et dormait sur des canapés, mais ses accords préfigurés ont déjà une marque valant des milliards de dollars. Mais la liberté avait un prix, et Jimmy allait découvrir ce qu'il fallait pour transformer la fuite en expression. En 1973, Jimmy Buffett survivait à Key West à moitié troubadour, à moitié légende locale. Il passait ses journées à pêcher et ses nuits à jouer pour des pourboires au saloon de Capitaine Tony. Mais quelque chose avait changé. Il n'était plus simplement un guitariste, mais un conteur découvrant son propre style musical. La même année, nostalgique et amoureux, il a écrit Come Monday pour sa petite amie, Jane Slagsvold. Il a tout mis dans une chanson, une promesse à travers la distance. Mais la véritable épreuve de l'amour restait à venir. Come Monday a atteint le top 40 du Billboard, et Buffett a ouvert un nouveau chapitre. Il est passé de squatter des canapés à un confort modeste, une Range Rover d'occasion, un cottage loué à Coconut Grove, et enfin la possibilité de souffler. Mais souffler ne signifiait jamais ralentir. Jimmy tournait sans relâche d'une côte à l'autre dans une vieille camionnette, enchaînant plus de 200 soirées par an. Entre deux concerts, il a rencontré Phil Clark, un trafiquant de drogue charmant, dangereux et plein d'histoires. Phil vivait et mourait selon le code que Buffett chanterait, plus tard, mais Jimmy pensait encore qu'il avait le temps. Puis vint 1977. Ça a commencé par une gueule de bois et un coup de soleil, et ça s'est terminé avec l'hymne d'une génération. Après un déjeuner bien arrosé dans un restaurant mexicain à Austin, Jimmy a griffonné Margaritaville sur une serviette en papier. 5 minutes, 3 accords, une déflagration culturelle.
La chanson a atteint la 8e place des classements, mais surtout elle a offert à Buffett une véritable mythologie. Les fans ne se contentaient plus d'écouter. Ils se déguisaient, lançaient des requins gonflables et apportaient entre des ballons de plage, transformant les concerts en véritable happening. C'était un carnaval et il en était le grand prêtre. En la même année, après une difficile traversée en bateau dans les îles Vierges, Jimmy a eu des hallucinations d'un cheeseburger. Affamé, brûlé par le soleil et désespéré, c'est alors que l'envie d'un cheeseburger l'a saisi. Cheeseburger in Paradise est né, mêlant survie et satire, renforçant encore davantage sa personnalité de poète insulaire. Matériellement, l'univers de Buffett a commencé à s'étendre. Une modeste maison à Key West, un sloop de 10 mètres appelé Euphoria, des buffets en coulisses avec des sandwichs cubains et de la bière Landshark avant même qu'elle n'ait un logo. Spirituellement, Jane restait son ancre. Elle n'était pas seulement la fille de la chanson, elle était la gravité dans une vie bâtie sur l'errance. Mais le succès ne vient pas toujours avec une carte, et Jimmy allait bientôt découvrir ce que signifiait devenir la mascotte de son propre mythe. Au milieu des années 80, Jimmy Buffett n'était pas juste au sommet, il incarnait le succès. Margaritaville était devenue quelque chose qui dépassait les classements. Cette petite chanson était devenue tout un univers, et Jimmy devait y vivre. Les concerts étaient devenus de véritables pèlerinages sur la plage. Les fans venaient déguisés en perroquets, pirates, ananas ou tout autre alter ego tropical qui leur convenait. Ils n'étaient pas plus seulement des fans, mais des citoyens de son univers. Ils s'appelaient là les Parrot Heads, un terme inventé lors d'un concert à Cincinnati en 1985 quand Jimmy remarqua cette mer de chemise hawaïenne ondulant comme une église brûlée par le soleil. Plus que de la musique, c'était un rituel. En coulisses, le troubadour pieds nus devenait un fantôme de la salle de réunion. Il a créé l'empire Margaritaville à partir de zéro, avec des restaurants, des hôtels, des produits dérivés et sa propre marque de tequila. À la fin des années 90, Buffett gagnait plus de 100 millions de dollars par an. Ce gars qui servait des boissons pour des pourboires a fini par entrer pieds nus dans les salles de réunion et en ressortir plus riche que ses patrons de label n'auraient rien pu l'imaginer. Mais ce genre de mythe attire aussi des attaques. Jimmy vendait la liberté, mais maintenant, c'était son travail de la jouer. Chaque spectacle devait offrir évasion et chaque moment public dégageait une ambiance. Quand ta devise est « pas de soucis », pas de place pour s'effondrer. En 1994, un hydravion Grumman que Buffett pilotait s'est écrasé au décollage à Nantucket. Il est sorti indemne, mais le silence qui a suivi était éloquent. En 1996, en vol vers la Jamaïque, son avion a été confondu avec celui d'un trafiquant de drogue et a essuyé des tirs des autorités. Bono était à bord. Jimmy en a même fait une chanson humoristique. Il a transformé les coups de feu en paroles, mais cette expérience lui a laissé une cicatrice, malgré son rire. C'était drôle dans les gros titres, mais dans le cockpit, ça a changé quelque chose en lui. De retour chez lui, la pression a envahi sa vie privée. Jeanne avait été l'encre, mais même les encres peuvent dériver. Des années de tournées, de tentations et de distance les ont épuisés. Ils se sont séparés discrètement, une dérive plus douloureuse qu'une rupture publique. Buffett avait créé un fantasme qu'il devait maintenant assumer. Mais l'homme derrière le mythe s'est frité. Quand l'artiste de l'évasion a besoin de s'évader, la seule issue est de se tourner vers l'intérieur. Les années 2000 n'ont pas ralenti Jimmy Buffett, mais elles ont changé sa direction. Il remplissait toujours les stades, restant le joueur de flûte ensoleillé de l'évasion. Mais en coulisses, un événement plus discret se déroulait. L'homme qui disait jadis « Je ne veux pas être célèbre, je veux être libre » découvrait que la vraie liberté provient parfois de l'affrontement avec soi-même. Après 2 accidents presque mortels, l'un dans les eaux au large de Nantucket en 1994, l'autre sous les tirs en Jamaïque en 1996, Buffett a commencé à se poser des questions plus difficiles. Il a appelé un thérapeute et a commencé à porter des chaussures sur scène après le crash d'avion. Cet appel à un thérapeute révéla à Buffett que même les pirates ont des limites. Ces crashs ont non seulement secoué ses ailes, mais aussi cloué son âme au sol. Il s'est alors davantage mis à l'écriture, au-delà des chansons. En 1998, Un pirate regarde à 50 ans a atteint la première place du classement des best-sellers du New York Times, faisant de Jimmy l'un des rares artistes à dominer à la fois les classements musicaux et littéraires. C'était plus qu'une étape, c'était un accomplissement. Il était devenu ce qu'il avait toujours voulu être, un écrivain qui touchait les gens. Parmi tout cela, un miracle discret. Jane est revenue. Tu te rappelles, Jeanne, de la chanson d'amour ? Elle est revenue, et cette fois, elle a apporté la paix avec elle.
Séparés pendant des années, ils se sont réconciliés au début des années 2000 et se sont installés dans une propriété au bord de l'eau à Sag Harbor pour ralentir le rythme de leur vie. Jimmy Buffett a échangé les tournées en bus pour des vélos et les soirées tardives pour de longs dîners. Tu te rappelles la chanson d'amour qu'il a écrite il y a si longtemps ? La perte et la reconquête de Jane lui ont fait comprendre sa vraie signification. Il a ajouté un J Falcon 900 à sa flotte. Baptisé Hemisphere Dancer et un yacht de 38 mètres nommé Drifter. Mais le clinquant n'était pas le but. Pour Jimmy, c'était dans des salles d'écriture flottantes, la liberté en mouvement. Il était encore pieds nus la plupart du temps, toujours debout avant le lever du soleil avec son café, son carnet et un livre à la main, à chasser les phrases venant comme il le faisait au Café du Monde des décennies plus tôt. Discrètement, la marque continuait de prospérer. Des hôtels Margaritaville, des places surgelées, même un village de retraite en Floride où les fans pouvaient en vivre la chanson en temps réel. Mais tous les empires, même les tropicaux, font face au même horizon. Et Jimmy Buffett, artiste de l'évasion, entrepreneur et poète, songeait à son dernier couplet. Jimmy Buffett est décédé en 2023, entouré de sa famille, de ses histoires et de la brise marine qui semblait le suivre partout. Il est décédé à 76 ans d'un carcinome à cellules de Merkel, un cancer cutané rare et agressif. Ce soleil insouciant sur lequel il avait bâti un empire, il est revenu le rattraper à la fin. Mais à ce moment-là, il avait déjà accepté ses contradictions. Buffett n'a jamais nié l'ironie, il en plaisantait même. C'était son style, rire malgré les épreuves, toujours porter un toast. Sur ses vieux jours, il préférait passer du temps sur son voilier drifter, naviguant entre Sag Harbor, Palm Beach et les Bahamas. Il se levait tôt, café, livre, carnet. Les rituels restaient en constant. Il errait sans cesse. Il découvrait sans cesse de nouveaux moyens de s'ancrer. La marque qu'il a créée, valorisée aujourd'hui à plus d'1 milliard de dollars, dépassait largement les bars tiki. Margaritaville est devenue un symbole, une atmosphère et un univers variés. Il l'a écrite en 5 minutes et elle a continué à résonner pendant 50 ans. Et Cheeseburger in Paradise, ce fantasme ? C'est devenu un mode de vie, une chaîne de restaurants et un hymne, prouvant que parfois la joie commence par la faim. Selon sa récente interview, Buffett collabore avec sa fille Savannah sur un projet cinématographique axé sur des histoires plutôt que sur la musique. Sa vie, ses amis, l'océan. En fin de compte, les histoires étaient primordiales, et il a veillé à ce que nous nous en souvenions, et la plus grande histoire a peut-être bouclé la boucle. Un gamin lisait Hemingway sur un trottoir du quartier français. 40 ans après, il naviguait avec Bob Dylan, 2 écrivains échangeant des histoires en mer. Lorsque la musique s'est tue, ils l'ont prolongée au lieu de rentrer. De Key West à la Californie, les Parrot Heads en chemise hawaïenne lui ont rendu hommage. Les stades ont diffusé Un pirate regarde à 40 ans au coucher du soleil. Et quelque part, un cheeseburger grésillait à côté d'un cocktail glacé, et quelqu'un souriait juste parce que... Buffett a dépassé la norme, mais il est revenu avec des leçons pour nous tous. Qu'est-ce que tu aimes, ou peut-être que tu n'aimes pas, chez Jimmy Buffett ? Le bar de milliardaire pieds nus, le poète de l'évasion, l'homme derrière le mythe. Dites-le nous dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour en découvrir d'autres. Une nouvelle légende vous attend à l'écran, un chemin différent, mais les mêmes échos. À toutes de suite.